Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut la créative, je suis hyper contente de te retrouver sur le podcast pour une mini-série de 4 épisodes spécialement conçus pour les créatrices et les artisanes dans lesquels on va parler marketing. Mais ne pars pas tout de suite. Si tu as l'impression que c'est un mot barbare et que toi, de toute façon, tu ne feras jamais de marketing, je te conseille de vraiment écouter ces 4 épisodes que l'on a imaginés tout spécialement pour toi avec la Trame des Artisans, qui est un club qui réunit des artisanes et des créatrices qui souhaitent développer leur entreprise tout en respectant qui elles sont. Je vais donc interviewer Violaine, qui est l'une des fondatrices de la Trame des Artisans et qui va nous donner un max d'informations sur le marketing des artisanes. On va parler de personal branding, d'écosystème de vente entre numérique et physique, de ligne éditoriale et de calendrier édito, et aussi de fiches produits avec les 5 erreurs qui font fuir tes clients. Alors si tu veux rater aucun épisode, abonne-toi au podcast. Je te souhaite une belle écoute créative. Bonjour Violaine. Comment ça va pour ce 4e épisode? Bonjour Carole, écoute, ça va super bien. Je suis contente de te retrouver. Nos petits rendez-vous hebdomadaires d'enregistrement sont assez sympas, je dois dire. Puis je remercie toutes les auditrices qui nous ont fait des super retours sur les premiers. C'est très encourageant, hein. T'es d'accord de Ouais. continuer comme ça ça fait plaisir de pouvoir vous aider. Ouais, merci beaucoup pour tous les commentaires positifs et continuez parce que ça fait toujours plaisir et puis ça fait connaître le podcast, ça fait connaître la Trame des Artisans, donc n'hésitez pas, partagez, parlez-en autour de vous à d'autres artisanes, ça pourra aussi leur être utile les 4 épisodes qu'on a fait ensemble sur le marketing des artisanes. Et dans ce 4e épisode, on va parler des 5 erreurs sur les fiches produits qui font fuir tes clients. Donc, sujet hautement important parce que on a parlé du marketing, on a parlé de la façon d'être visible, de se faire remarquer avec son identité de marque. On a parlé de beaucoup de choses sur le moyen d'attirer des gens vers soi. Mais si derrière on convertit pas avec la fiche produit, ça a servi à rien. Donc cet épisode est vraiment ultra important. Mais avant de démarrer sur ça, je vais quand même te refaire une petite présentation pour celles qui n'ont pas encore écouté les autres épisodes. Donc tu es Violaine de Rivière, tu as fondé la Trame des Artisans qui permet aux artisanes créatrices de développer leur entreprise tout en ne perdant pas justement leur identité, qui elles sont et en restant fidèles à leurs valeurs. Et à côté de ça, tu es aussi artisane créatrice toi-même puisque tu crées des sacs à main sur mesure avec la marque Active Lily Création. Est-ce que j'ai tout dit? Tout à fait. Au top. Et alors, on va démarrer direct dans le vif du sujet avec la première erreur qu'on peut faire sur une fiche produit et c'est côté visuel, avoir des photos de mauvaise qualité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette erreur-là? En quoi ça peut être gênant d'avoir des photos de mauvaise qualité? Donc en fait, quand tu vas regarder ta fiche produit, quand tu vas la faire, le plus simple, c'est de se positionner en cliente et de se dire, si je lis ça, est-ce que j'ai envie d'acheter? Parce que oui, quand même, j'ai envie de revenir un petit peu sur l'introduction et le début. Pourquoi la fiche produit? Pourquoi est-ce qu'on fait autant d'attention et pourquoi on insiste tant, Carole, sur la fiche produit? C'est qu'en fait, la fiche produit, c'est le dernier élément qui se trouve entre toi et le client
et ta vente. Ouais. Et donc, c'est important parce que tu as fait plein d'efforts pour amener le client à toi, pour qu'il te connaisse, pour qu'il apprécie tes produits, pour qu'il sache ce que tu fais. Il t'a découvert, il te fait confiance. Et maintenant, ton objectif quand même, c'est qu'il achète ton produit. Et pour ça, le dernier élément entre la vente et ton client, c'est ta fiche produit. Et le premier truc qui va venir, qui va voir, ce sont les photos. Alors, tes photos, tu les as soignées sur Instagram, tu as fait des belles photos, tu as attiré l'œil, etc. Mais là, on va être sur des photos produits. Et ça, c'est important. C'est pas toujours facile parce que tu vas devoir montrer des détails. Donc, si tu n'es pas une experte, une pro en photo, c'est pas grave. Tu as des super appareils avec les téléphones, les mobiles, etc. Tu peux faire des super photos. Et après, tu vas les recadrer. Quand tu vas recadrer, si tu veux recadrer sur un détail, tu vas agrandir. Et là, très souvent, je vois des détails qui sont flous parce qu'en fait, ça se voit clairement que la photo a été recadrée. Il vaut mieux mettre le détail en moins gros et qu'il soit pas flou parce que à l'œil nu que de mettre un détail qui est flou. Voilà. Ça paraît simple, basique, mais je me tenais de le rappeler et de ne pas l'oublier. Oui, je pense que c'est très très bien de le rappeler parce que on l'a vu d'ailleurs dans d'autres épisodes où des fois on se dit non mais ça paraît évident et puis en fait on a eu confirmation de certaines auditrices que c'était bien de le rappeler. Donc je trouve ça très très bien parce que c'est vrai que on entend aussi beaucoup sur les réseaux sociaux mieux vaut fait que parfait par exemple ou ce genre de choses. Et pour les photos, alors la perfection n'existe pas. Mais pour les photos, pour le coup, je suis complètement d'accord. On peut pas non plus, quand on est créatrice, on est artisane, on a des beaux produits, on peut vraiment pas se permettre de faire des choses un peu floues, avec des couleurs un peu grisouilles, une mauvaise lumière. Voilà, donc après, on n'est pas tous des pros de la photo. Des fois, il suffit de petits éléments pas si compliqués que ça à faire. Il y a plein de photographes qui partagent plein de tips pas si compliqués et qui fonctionnent. Et des fois, à la limite, le plus simple, et encore de mettre juste le produit et de pas d'essayer de faire une mise en scène, si vraiment on n'est pas doué pour ça. Mais en tout cas, qu'au moins la photo soit nette avec une belle lumière. Voilà, ça je pense que c'est vraiment important de bien le rappeler. Donc, c'est top. Donc, sur les photos, il y a d'autres trucs aussi, c'est de mettre peu de photos. D'accord? Moi, je pense que d'en mettre plusieurs avec plusieurs angles, plusieurs positions, la manière dont c'est utilisé dans plusieurs endroits, etc. Parce que quand tes photos sont bonnes, ça donne envie de regarder et ça laisse le client et le prospect ça garde le client et le prospect un peu plus longtemps sur ta fiche produit et ça lui donne une meilleure idée de ce que c'est. Surtout qu'il va pas pouvoir toucher ton produit. Et ça, ça peut être assez frustrant quand t'achètes, tu sais, de ne pas pouvoir le toucher, le regarder sous tous les angles, etc. Donc, un certain nombre de photos, c'est bien. Et alors là, on va arriver sur un sujet un peu plus technique, c'est le format des photos. Ce qui est important, et j'imagine que tu as déjà swipé sur des fiches produits, sur des photos, avec des formats de photos qui changent et qui sautent. Et alors là, c'est très désagréable. Donc, c'est important de choisir un format. Le plus simple étant le carré, comme ça tu te poses pas de questions. Mais sinon, tu choisis soit le 4/3, le 3/3, le 3/2, le 2/2. Mais tu passes pas de portrait à vertical, de portrait à paysage, de portrait à paysage, et tu changes pas non plus ton format de portrait ou ton format de paysage. Ok, au top. Alors, erreur numéro 2, avoir un mauvais titre. Et oui, le titre, c'est là, c'est le sujet sensible. Sur tes posts Insta, on dira que c'est l'accroche. Alors oui, c'est de l'accroche, c'est avec ça que va comprendre ton client ce que va être ton produit. Et oui, comprendre ce que c'est que ton produit. Donc ton titre doit être explicite. Il doit savoir que tu vends un sac à main à bandoulière et non donner le nom du sac à main. Moi, j'ai des sacs à main qui s'appellent le Valbonne. Au début, j'ai commencé, je mettais dans le titre le Valbonne, etc. Non, le client, il sait pas ce que c'est. Et quand tu as le SEO, il sait pas ce que c'est. Donc, c'est petit, grand, moyen, sac à main à bandoulière ou à portée en main. Donc, un titre explicite qui donne des informations. Si tu peux donner aussi quelques informations de taille, si tu fais des tasses, par exemple, savoir que c'est un mug parce que ce sont des grandes tasses ou des petites tasses à café expresso, direct, ça aide aussi. Voilà. Donc, le titre clair, compréhensif.
pas la peine d'être poète quand tu es sur le titre. C'est pas là qu'on va te demander de faire une longue rédaction. Ouais, ça peut être pour plus tard. Exactement. C'est ta spécialité un petit peu, hein. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler que le titre il est là pour le SEO. Alors on peut se dire ça m'embête, je fais tout ça pour un ordinateur ou voilà, mais pour un robot, oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette et il faut l'accepter en fait. Il faut accepter que le SEO est là pour vous servir en fait. Je pense qu'il faut vraiment changer d'angle quand on parle de SEO et arrêter de se dire que le SEO c'est une contrainte et plutôt de se dire le SEO ça va m'aider à être visible et donc de penser le titre vraiment avec cette idée-là de je veux être visible et en plus c'est pas uniquement pour le robot SEO et le robot Google, mais c'est aussi comme tu le disais pour que le client quand il navigue sur le site parce qu'il est arrivé sur votre site, qu'il puisse aussi s'y retrouver facilement et pas se dire ah tiens, je vais cliquer sur Valbonne, on verra bien ce que c'est. Donc bon, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a la photo qui aide, mais il faut aussi penser au client, c'est pas uniquement pour un robot qu'on conseille de bien travailler son titre. Alors, maintenant, on va voir l'erreur numéro 3, qui est un manque d'explication sur ton produit. Et oui, tu vas pas le croire, mais ça m'est arrivé de voir des fiches produits sans aucune description. Donc, dans le cas présent, ouais, c'est un truc en regardant, etc., je me suis dit, non, on n'a pas oublié. Bah, si. Quand tu as envie de faire vite, et après, je comprends très bien parce que tu as fait ton produit. Là, en l'occurrence, c'était des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles sont finies. Tu as envie de publier. T'en as un certain nombre à mettre en ligne, etc. Et paf, tu les mets. Tu sais pas quoi dire. Ah ouais, gros sujet. Tu ne sais pas quoi dire dans ta description de fiche produit. Et donc, il y a pas de description du tout. Du tout. Et là, j'étais quand même assez surprise. D'accord? Donc, oui, un minimum, c'est important de décrire factuellement ton produit, de donner la taille, de dire à quoi il sert, de donner la couleur. Alors la couleur, c'est un peu compliqué parce que si tu emploies des couleurs très imagées, on sait pas forcément ce que c'est. Les photos rendent pas toujours très très bien compte des couleurs en fonction des écrans. D'accord? Il y a des couleurs, donc être le plus précis, factuel et compréhensible. Ouais. Tu peux, quand tu parles de la couleur, faire une comparaison et mettre un autre objet de la vie courante de cette couleur-là. D'accord? Donc, si c'est un bleu, tu peux parler d'un bleu jean ou d'un bleu jean clair ou d'un bleu jean foncé, etc. Ça va associer dans la tête des gens très facilement la couleur. Ouais, ok. Et oui, du coup, je rebondis sur ce que tu dis avec pas de description. J'imagine que les personnes, au-delà du fait qu'elles aient, ça peut-être les gonfle un peu d'avoir rédigé une description et qu'elles savent pas quoi dire, sans doute qu'il doit y avoir certaines artisanes qui doivent se dire, de toute façon, il y a la photo ou il y a les photos et donc ça suffit. Et c'est vrai que je pense par exemple à des bijoux où des fois même le bijou est porté par une personne, donc on arrive du coup à se rendre compte si la boucle d'oreille, par exemple, elle est grande ou pas, ou enfin voilà, des choses comme ça. Mais malgré tout, c'est vraiment indispensable. Encore une fois, on va reparler forcément du SEO. La description factuelle, elle sert aussi à ça. Elle sert au SEO. Donc voilà, plus il y a de texte sur la fiche produit, j'entends, il s'agit pas d'écrire un roman, mais en tout cas, les textes sur la fiche produit, que ça soit dans le titre, dans la description, etc., c'est là pour faire travailler aussi le SEO. Donc, même si vous avez l'impression que les photos se suffisent à elles-mêmes et qu'on comprend très bien de quelle couleur c'est, on comprend très bien quelle taille ça fait, on comprend très bien quel objet c'est, etc., il faut aussi penser SEO, mais aussi client. Mais ça, je te laisse déjà en parler et donc m'en dire un petit peu plus sur le côté justement description factuelle qui est important pour le produit. C'est exactement ça aussi. Tu parles du SEO, mais il y a aussi le client. Tu as des clients qui ont l'habitude par la photo et le visuel et l'image, et d'autres qui ont besoin de lire la description. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai vu des boucles d'oreilles. Je le voyais sur la personne, j'ai vu la longueur des boucles d'oreilles pendantes et j'ai mesuré sur moi avec 1 centimètre pour voir jusqu'où ça allait tomber sur mon visage. Parce que oui, c'est bien de le voir sur une photo, ça te donne une idée, mais sur toi, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être comme tu veux? Parce que une boucle d'oreille pendante, si tu mets des cols roulés, ça peut se prendre dans ton col roulé, etc. On n'a pas toute la même longueur de cou, donc c'est pas toujours tout pareil. Et donc ce sont des détails. Tout le monde ne le font pas, mais certaines le font. Donc, pensez aussi à ces clientes. On n'a pas toutes la même manière, les mêmes
critère de décision. Donc la description factuelle, oui, elle peut être ennuyeuse, je te l'accorde, mais elle est vraiment très très importante. Ok. Est-ce que tu aurais un petit conseil sur la partie justement description factuelle, au-delà de, comme on l'a déjà dit, tout ce qui est couleur, taille, etc. Peut-être un petit truc en plus pour le client sur la fiche produit. Ah, je te vois venir. Ah, avec mes gros Et sabots. oui, je te vois venir en tant que femme. Comment on fait l'entretien? Eh ben oui. Hein, on est toutes concernées par l'entretien. Alors, tu le vois sûrement de plus en plus sur des créatrices de bijoux qui te parlent de comment entretenir les bijoux. Quand tu fais des vêtements, quand tu fais des sacs, comment entretenir ce sac et ce vêtement. Mais quand tu fais aussi de la céramique, d'accord, est-ce que ta tasse passe en machine à laver ou pas? Et ça paraît bête, mais oui, ça peut être un critère d'achat et un critère de décision. Donc le conseil d'entretien de ton produit, mets-le. Là, il faut être clair, tu peux trouver un petit peu une idée. T'es pas obligé d'être hyper factuel, mais tu dois être clair. Donc tu peux commencer à introduire une manière de le parler sans être ultra descriptif. Mais oui, tu fais une transition quasi parfaite. L'erreur numéro 4, qui est justement de faire une description trop factuelle. Dis-moi un peu plus sur cette erreur-là. Ben voilà, maintenant on le sait, on l'a compris, la vente, puisque la fiche produit est là pour vendre, la fiche produit est là pour convertir, d'accord, de passer que ton client passe de prospect à client. Et on le sait maintenant, la conversion ne s'obtient plus juste par une description. On a besoin de faire rêver son client. On a besoin qu'il se projette, qu'il ait envie de ton produit. Et alors c'est même plus que l'envie. Justement, ce matin, je cherchais un petit peu des phrases d'inspiration par rapport à la vente, et je lisais une phrase de Seth Godin qui disait: c'est plus le besoin qui fait vendre, mais c'est le désir. Tu dois donner envie à ton client de ce produit. C'est pas d'acheter, c'est d'avoir ce produit avec lui, de l'embarquer, de boire son café avec, de boire son thé de 5 heures avec, de se promener avec son sac bandoulière. Ce genre de choses, c'est le désir, et donc c'est d'amener le désir avec le client. Et là, clairement, c'est pas la description factuelle. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Et là, je crois que tu es quand même beaucoup mieux placé que moi pour parler de comment on fait et de ce qui est, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on s'est connus, qu'on a discuté par rapport à ça, parce que les mots, c'est important pour amener le désir. C'est vraiment important. En fait, je souligne ça parce que on peut se dire que la partie rêve, la partie désir dont tu parlais pour attirer le client, on le fait du côté communication en ligne. C'est-à-dire, voilà, sur les réseaux sociaux, peu importe le réseau qu'on a choisi pour communiquer, on va y mettre le côté storytelling, personal branding, on va parler de soi, on va parler de ses produits, on va montrer comment on les fabrique, on va les montrer peut-être en situation. Si on adore faire des vidéos, on peut les montrer comment porter, utiliser, etc. C'est top, il faut le faire. Moi, j'insiste toujours, je pense que dans chaque épisode, j'ai dû le dire, j'insiste vraiment sur la cohérence. Votre marque, que ça soit une marque personnelle ou une marque, elle doit être cohérente en permanence. Et donc, du coup, si vous communiquez d'une certaine manière sur les réseaux sociaux et que vous faites rêver vos clients d'une certaine manière sur vos réseaux sociaux, quel que soit l'angle que vous avez choisi, il faut qu'on le retrouve sur votre site et il faut qu'on le retrouve sur la fiche produit. C'est vraiment essentiel. Donc voilà. Donc du coup, il faut vraiment garder cette ligne conductrice. Que moi, c'est vrai que je suis absolument convaincue que c'est grâce à l'outil du storytelling qu'on arrive à avoir ce travail-là. Donc voilà, le storytelling est un outil. C'est ce qui compte, c'est de travailler vraiment son branding d'une manière globale. Mais donc de rester uniquement sur le factuel, ça fait qu'on va avoir une rupture entre la communication qu'on a, j'espère, mis en place sur les réseaux sociaux, qui crée de l'émotion, et d'un seul coup, on va se retrouver sur une fiche produit où il n'y a plus du tout d'émotion et où certaines personnes, il y en a qui y passeront quand même à l'achat, mais certains prospects vont arriver sur la fiche, ils vont se dire bon, ok.
Finalement, c'est peut-être pas si emballant que ça, ce produit, alors que ça m'avait fait rêver sur les réseaux. Donc, finalement, je clique pas sur acheter au le moment où il faut quand même sortir la carte bleue, où on sait qu'on va avoir moins X euros sur son compte bancaire. Donc, faut quand même être un peu convaincant à ce moment-là. En fait, j'ai envie aussi de rappeler que je suis sûre que les artisanes qui nous écoutent, elles ont déjà suivi des formations. Je suis sûre qu'elles sont déjà allées sur des pages de vente et donc elles ont cliqué sur acheter la formation. Donc en fait, il faut vous dire que pour l'acheteur d'un produit que vous fabriquez, c'est pas une formation, mais c'est exactement le même principe. Et votre fiche produit, finalement, c'est votre page de vente. Donc comment est-ce qu'il va se dire, bon ok, là maintenant, cette fois, j'ajoute au panier et je vais jusqu'au bout de mon achat. Donc c'est vraiment très très important d'y mettre un maximum d'émotion. Et pour ça, je commence déjà un petit peu à annoncer la couleur de la collaboration avec Violaine et avec la trame des artisans. Avec Violaine, on a imaginé un atelier qui permet de revenir sur ces erreurs. Mais je vous laisse pas comme ça. Hein. J'ai parlé de 5 erreurs, donc on va quand même travailler sur la 5e. Mais en tout cas, dans l'atelier, on va vraiment travailler sur justement ces 5 erreurs, ces différents points très très importants dans la fiche produit. Et on va évidemment travailler le storytelling des produits pour avoir une fiche produit qui claque et qui donne envie de l'ajouter au panier et d'aller jusqu'au bout et de sortir la carte bancaire et voilà, de cliquer jusqu'à payer. Voilà, je dirais que en fait, la partie qui est quand même souvent un petit peu compliquée, c'est cette partie-là de storytelling. Donc, on va la pratiquer, on va la mettre en pratique. D'accord? On va s'entraîner et on va le faire ensemble. Et tu nous guideras avec tes conseils sur ce qui est le mieux ou comment orienter. Et aussi une des problématiques qui est si tu fais des produits avec des couleurs différentes, avec des fiches produits différentes, c'est le copier-coller. Okay, on n'en a pas parlé, mais il faut éviter le copier-coller. Et ça nécessite un petit peu de travail. Et c'est ce qu'on va faire ensemble dans un atelier privé. Oui, exactement. On appelle ça un atelier parce que ça va être ultra pratique, ultra concret. On va travailler sur vos fiches produits. Donc voilà, donc si ce qu'on est en train de vous dire ça vous parle et que vous dites ouais, je fais certaines de ces erreurs et je sais pas très bien comment m'en dépatouiller, et ben vous nous contactez sur Instagram, soit la trame des artisans, soit Storia Mimosa, et comme ça on vous en dit un peu plus sur l'atelier, mais ça va être hyper pratique. Et en effet, la duplication des fiches produits, c'est une très mauvaise idée. Alors là, pour le coup, c'est moins pour le client, c'est vraiment pour le SEO, parce que Google déteste qu'on duplique du contenu. Pour lui, ça veut dire que c'est un robot qui a travaillé, donc le robot n'aime pas le robot. Et en travaillant sur le storytelling, on peut s'amuser, parce que c'est un jeu, on peut vraiment s'amuser à créer des fiches produits qui sont différentes les unes des autres. Et en plus, du coup, ça va permettre aussi à votre prospect de pouvoir se naviguer un peu dans un univers grâce à ça, et ça va aussi contribuer au fait qu'il va passer à l'achat. Exactement, parce qu'il va aller d'une fiche produit à l'autre fiche produit, et il va y avoir toujours quelque chose de nouveau quand il va lire, donc il va rester un petit peu plus longtemps sur chacune des fiches produits, et tu le sais aussi bien que moi, hein, plus il reste longtemps sur ta fiche produit, plus tu peux l'amener, tu as de chances à ce qu'il passe à l'achat. Et donc, alors que si tu as un copier-coller partout, il va regarder, il va dire, ah non, ça c'est du bleu, du rouge, du vert, et hop, il va partir, il va dire, finalement, non, c'est pas ce que je veux. Alors que si il a vu bleu, rouge, vert, et qu'il a vu d'autres descriptions, d'autres explications, etc., à un moment donné, il dit, tiens, c'est la rouge qui me plaît. Oui. Même si c'est la deuxième qu'il a vue et que c'est pas sur celle-là qu'il est. Donc, c'est aussi pour ton prospect. Donc, je sais bien, on répète toujours pour les SEO, et le SEO, il fait ce que veut le client, mais moi, je suis vraiment fermement convaincue que ça va de plus en plus dans ce sens-là, et que tout ce qui permet que le SEO, tout ce qui met en place, aussi aide ton prospect directement à rester plus longtemps sur ton site et à passer à l'achat et à ce genre de choses. Oui, complètement. Toutes les mises à jour de Google vont dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de l'utilisation humaine des articles, des fiches produits, des articles de blog, enfin peu importe, mais en tout cas ça va vraiment dans ce sens-là, donc je suis complètement d'accord. Et alors, erreur numéro 5, ne pas rassurer son client. Et oui, alors là, ça c'est super important. Alors qu'est-ce que ça veut dire rassurer son client ? C'est que le client, il a envie de savoir qu'il sera satisfait ou remboursé. Alors je sais bien, ça fait peur.
J'ai beaucoup de clientes, enfin d'artisanes qui me disent non mais moi je fais pas du satisfait ou remboursé, tu te rends compte, s'il reçoit c'est du sur mesure, etc. Moi je suis convaincue du contraire. Moi je fais des pièces sur mesure, satisfait ou remboursé. Je n'en ai jamais reçu, je n'ai jamais eu de retour. Mais par contre, c'est un acte, c'est quelque chose qui permet de passer à l'achat parce que la personne se dit bon bah finalement si je le reçois et que ça me plaît pas, que c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce à quoi je m'attendais, je peux toujours le renvoyer. Et ça rassure énormément. Et c'est très très important de rassurer son client, hein, parce que comme tu le disais, il sort la carte bleue, donc il a un petit peu peur. Tu es artisane, donc il te connaît pas, il t'a pas vu, il te connaît par les réseaux sociaux, mais il peut quand même y avoir un petit peu une appréhension de se dire il a quand même l'habitude d'acheter dans des grandes enseignes. Il achète de plus en plus, de toute façon s'il vient chez toi, il achète de plus en plus chez les artisans, mais il a eu aussi des déboires et des déconvenus chez certains artisans. Donc il a aussi besoin de plus en plus d'être rassuré par rapport à ça. Donc, tu le rassures avec les conditions d'échange, tu lui précises bien les frais de port, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose, tu peux expliquer pourquoi il y a des frais de port. Parce que t'as plein de... Maintenant, Amazon, c'est... tu payes pas les frais de port. De toute façon, quand t'as pas de frais de port au bout de la fiche produit, ils sont inclus dans le prix. Tout le monde le sait, mais psychologiquement, tu te dis, j'ai pas de prix de port, tu connais le frais directement, les prix directement. Donc, tu peux aussi de temps en temps, et ça peut faire partie un peu du storytelling, d'expliquer un petit peu les frais de port, à quoi ça sert, pourquoi, parce que faut dire que quand même la poste, ça coûte quand même ultra cher. Hein. Quand tu vois, et je suis d'accord, hein, quand tu vois combien ça coûte par rapport aux produits que tu fais et les efforts que tu fais et combien tu dois rajouter par rapport à ça, surtout si tu as des produits qui sont autour de 50 €, qui sont assez volumineux, ça peut être, tu vois, le ratio entre le frais de port et le prix du produit peut être important. Ouais. Les délais de livraison, dans combien de temps tu vas recevoir, comment te contacter, c'est humain. Tu as une entreprise à taille humaine, profites-en. On peut te contacter, il peut toujours t'envoyer un message en privé, t'envoyer un mail ou comme ça. Donc, incite-le à te contacter. Incite-le à te contacter, à montrer qu'il y a un humain derrière et qui fait que sur son achat, il fait aussi vivre quelqu'un et travailler quelqu'un qui est en France. Donc, si tu as des personnes qui sont sensibles à la relocalisation du travail en Europe et en France, ça va l'inciter parce qu'il sait qu'il aura quelqu'un qui va travailler sur le territoire. Et puis, les fameux avis clients, hein, tu le sais. Ah oui, ouais, indispensable. Les avis clients, à voir si comment ils sont mis. Mais ça après c'est des problèmes techniques ou autres, mais c'est vrai que c'est vraiment important. Vous pouvez même d'ailleurs, si jamais vous avez des super clients, imaginez de faire des avis clients vidéo, ça peut être top. Mais là c'est si vous avez vraiment des clients super sympas. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, le fait de rassurer les clients et les différents points que tu as soulignés, ça peut être sur la fiche produit et j'ai même envie plutôt de dire pensez au FAQ. Donc la partie questions pour vos prospects ou pour vos futurs clients, pour vos clients, l'endroit où vous allez répondre justement un peu à toutes les interrogations des clients. Et le FAQ, il est souvent laissé un peu de côté, fait un peu à la va-vite, surtout chez les artisanes d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment, encore une fois, je vous invite à aller voir ce que font tous les formateurs, les coachs, etc. Parce que souvent, eux, ils ont des FAQ qui sont très très bien travaillés. Alors, ça sera pas sur les mêmes types de questions, mais voilà. Mais pensez justement les questions frais de port, comme tu disais, expliquer pourquoi c'est cher, etc. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas offerts comme avec Amazon, les conditions d'échange, soyez hyper explicite sur les délais de livraison. Faites bien la différence entre le délai de livraison qui est le moment où vous allez envoyer, c'est-à-dire le temps que vous prépariez le colis, etc. Peut-être que si vous êtes toute seule, vous faites ça une fois par semaine, et donc du coup, la préparation du colis, de toute façon, ça risque déjà de mettre une semaine. Et après, derrière, il y a encore le délai de livraison de la poste. Donc, être ultra explicite sur la différence entre les deux pour que le client se dise pas, je comprends pas, moi j'ai pris Colissimo Express, ça devait arriver en une journée. Oui, mais en fait, si le colis il est fait dans 3 jours, forcément, ça arrivera pas dans la journée. Donc, être hyper explicite avec cette FAQ. Et amusez-vous aussi, encore une fois, avec le FAQ. C'est un endroit, en fonction de votre univers,
où vous pouvez être familière dans le bon sens du terme. Je sais pas, moi, ça peut être drôle si vous avez un univers amusant, ça peut être très décontracté, ça peut être un peu féerique si vous avez un univers féerique, peu importe, mais en tout cas, c'est un endroit aussi où vous pouvez vous amuser et continuer à transmettre votre univers. Donc voilà, c'est pas la fiche client, mais ça me semblait important d'en parler parce que ça fait partie de la réassurance pour le client. Tout à fait, et tu as mentionné quelque chose qui était le « et ». Ça veut dire que c'est pas parce que tu as une FAQ que tu ne le mets pas aussi dans la fiche client. Parce que tout le monde ne va pas lire, dans la fiche produit, pardon. Parce que tout le monde ne va pas lire la FAQ. Donc c'est pour ça que le « et » est important et de préciser les deux. On a vu les 5 erreurs, mais malgré tout, tu m'as dit, allez, je rajoute un petit bonus. Un petit truc qui me semble quand même important pour aller jusqu'au bout de cette fameuse conversion client, parce que là, quand on parle de la fiche produit, dès le départ, on l'a dit, ça sert vraiment à ça, c'est-à-dire que le client passe à l'achat, et donc tu as une petite alerte bonus. C'est laquelle? Ben voilà, ton client, il a acheté, d'accord? Et bien maintenant, je te suggère de bien travailler et de bien soigner ton parcours après-vente, d'accord? Ce qu'on appelle le client parcours après-vente. Et là, déjà, tu prépares la fidélisation de ton client. C'est-à-dire que tu lui envoies un mail en lui disant, en lui expliquant, en lui précisant bien ce qu'il a acheté, en confirmant quand il va recevoir. S'il y a des délais, si toi tu mets un peu plus que prévu, ne panique pas. Envoie-lui un mail. Un mail sur ton ton naturel, pas hyper strict ou quoi que ce soit. Conserve tout ton environnement, tout ton univers de dialogue, tout ton personal branding que tu as fait, tout l'univers, et parle-lui et envoie-lui des mails, et n'hésite pas, si tu as 3 jours de retard, à t'excuser et à le prévenir, qu'il soit au courant de ce qui se passe. Quand tu as envoyé le colis, et après, ce qui est bien, c'est de savoir s'il a reçu le colis, ce qu'il en a pensé, s'il correspond à ses attentes, etc. Et ça prépare la fidélisation, parce qu'il va être content. Et ça, le temps d'attente, ça le met un petit peu en excitation, en envie, tout ça, tu vois. C'est le produit qu'on n'a pas tout de suite, mais qu'on a envie de recevoir, etc. Donc après, il sera content. Et si c'est un produit que tu fabriques au moment pour lui, tu lui dis. Tu lui dis, le produit est en cours de fabrication, le produit est fabriqué, etc. Bon, c'est sûr que si tu fabriques le lendemain, c'est pas la peine de lui envoyer 3 mails dans la journée, mais si le produit part une semaine après, tu peux lui envoyer un petit peu des mails par rapport à ça pour lui dire un peu l'étape où en est ton produit. Après, en fonction du produit, si c'est des produits un peu plus haut de gamme et pour des clients VIP, tu peux envoyer une photo. Moi, je fais du sac à main sur mesure, j'envoie des photos un petit peu au fur et à mesure en disant j'en suis là, voilà, est-ce que ça vous plaît, etc. Ça lui fait participer à l'artisanat. Ça l'embarque dans ton univers et il comprend pourquoi il a acheté là plutôt que sur Amazon. Ça lui donne quelque chose de différent, une expérience différente. Ouais, c'est hyper important, c'est un super conseil. Et en effet, faut toujours se rappeler que c'est plus facile de garder ses clients que d'en trouver des nouveaux. Donc ça, c'est tous les coachs business qui le disent. Je pense que sur le coup, ils sont tous raccords. Et donc là, je pense que c'est vraiment une vérité dans l'entreprise. Donc tu as raison de parler aussi de la fidélisation une fois qu'il y a eu un achat. C'est vraiment hyper important de créer un lien avec ton client. Et comme tu dis, du coup, d'envoyer des mails, de dire où on en est, et d'être comme tu l'as précisé, d'être vraiment bien dans son univers avec son ton personnel. Et encore une fois, c'est vraiment un moment où on peut continuer à transmettre son identité et créer un vrai lien fort avec le client parce qu'on peut lui proposer qu'il nous réponde, enfin voilà. Et parce que je pense que là, il y en a certains qui paniquent en se disant s'il faut que je commence à envoyer 10 mails... Bref, voilà, ça peut faire un peu peur. Il y a quand même des automatisations qui sont possibles. Donc, évidemment, si on envoie des photos d'un sac à main sur mesure comme toi tu le fais, bon, là, ça c'est pas quelque chose qui est automatisé. Mais par contre, de faire un petit mail en disant, voilà, déjà merci pour la commande. Bon, ça c'est un peu le mail de base. Mais peut-être 2 jours plus tard, d'envoyer automatiquement à tous les clients le produit est en cours de je sais pas quoi. Puis tac, enfin voilà, ça peut être des choses qui sont automatisées en fonction des étapes. Et donc, il n'y a pas besoin de paniquer une fois qu'ils sont rédigés. Il y a juste l'automatisation du changement de nom, mais il n'y a pas besoin de réécrire un mail imaginé à chaque fois pour chaque client. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Oui, alors sans aller jusqu'à l'automatisation, parce que ça peut aussi faire peur l'automatisation, tu peux avoir ce que j'appelle la semi-automatisation, c'est-à-dire que tu as des templates, des exemples, et tu as des mails à trous, et tu remplaces par rapport à ça. Donc effectivement, tu l'as rédigé une fois et tu le renvoies.
Moi, je te parlais d'envoyer des photos quand je vends des produits à 350, 400 euros, si tu veux. Hein. Donc, c'est sûr que c'est pas quand tu vends un produit à 50 euros. Ça dépend ça dépend du produit et de l'expérience client que tu fais. C'est par rapport à la gamme de produits. Mais quand tu fais de la commande sur mesure, et que tu arrives dans un certain prix, ça rassure énormément et après, ça favorise aussi les avis clients. Ouais. Parce que tu as établi un contact. Donc, la personne, elle va être plus spontanée pour te donner son retour. Et elle va te donner un retour un peu plus pragmatique que juste « Ah ouais, c'est super, j'adore ». Oui. Ou pire, je pense que le pire avis client est super, reçu dans les délais. Bon, alors c'est une bonne chose, mais c'est vrai que quand on est artisane, on a envie d'avoir un avis client qui va un petit peu plus loin que de dire qu'on a été suffisamment rapide et que la poste a bien fonctionné. Donc, t'as raison, ça fait vraiment avis client Vinted, reçu dans les délais. C'est ça. Exactement. Bon, bah écoute, merci en tout cas pour tous ces conseils. Et bah, comme d'habitude, on va lancer un petit passage à l'action. Alors, quel va être ton passage à l'action sur ces fiches produits ? Alors là, je me suis demandé ce que c'était. J'allais pas te dire, bon, vas-y, rédige une fiche produit ou voilà comment on va faire pour rédiger une fiche produit. D'autant plus que sur l'atelier, on va vraiment travailler ensemble et voir comment travailler ce storytelling en plus de revoir un petit peu tous les éléments et d'avoir une liste, une checklist de ce qu'il faut faire, pas faire, etc. pour t'aider à écrire tes fiches produits le plus rapidement possible, hein, parce que c'est quand même l'objectif, c'est de perdre le moins de temps possible pour pouvoir passer plus de temps à créer quand même. Hein. Quand on est artisane, ce qu'on aime, c'est créer, et ça, c'est la partie qu'il faut faire plus, qui est un peu plus contrainte. Donc, c'est de revoir la plus vieille fiche produite que tu as écrite. Parce que je suis sûre qu'en tant qu'artisane, il y a une fiche produit d'un produit que tu as écrit il y a très très longtemps, que tu as oublié, que tu n'as plus regardé, etc. Et tu la revois, tu la reprends en regardant par rapport à ces erreurs. Éventuellement, tu refais aussi quelques photos, tu la remets au goût du jour. Et c'est pas parce que c'est un produit que tu as créé, que tu as créé il y a 2, 3 ou 4 ans. N'aie pas peur, rien qu'en réécrivant la fiche produit, en refaisant des photos dans ton univers actuel, dans ton contexte actuel, ça va la redynamiser, lui redonner un coup de neuf. Et tu as un client qui va croire que tu l'as créé il y a 2 jours, même, c'est pas important à qui ça va plaire, parce que c'est à ce moment-là. Et il faut pas avoir peur de ne pas avoir que des nouveaux produits. Il faut aussi savoir vendre ces anciens produits pour que ton stock tourne. Et c'est comme ça que tu peux faire rentrer de l'argent quand t'as moins de production, etc. Donc, reprends la plus vieille fiche produit que tu as écrite et remets-la au goût du jour. Modernise-la avec tout ce que tu as appris depuis que tu es artisane, entrepreneur et que tu as écouté des tas de podcasts, suivi des formations payantes, gratuites. Voilà. Bon, bah trop bien, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et merci beaucoup Violaine pour ces 4 épisodes, ça a été un vrai plaisir. Pareil pour moi, merci, à bientôt. À bientôt, ciao. Si tu t'es reconnu dans cet épisode et que tu as envie de travailler tes fiches articles, alors inscris-toi à notre atelier pour avoir des fiches qui claquent et qui convertissent. Pour ça, je te mets toutes les informations en description de l'épisode avec le lien où tu pourras t'inscrire. Et tu peux aussi te renseigner directement auprès de moi, storia.mimosa sur Instagram, ou alors auprès de Violaine sur le compte Instagram La Trame des Artisans. À très vite!